Petit 5, l'équipement spatio-temporel, de la verticalité à la dualité de complémentarité. Donc, petit a, le mouvement, équilibre des contraires, du centripète et du centrifuge. Nous venons de reconstituer la vie élémentaire de l'Homo erectus, l'accession à la vie sensible et physique, la première étape de la phénoménologie de la phylogénèse. C'est toute une animation de la verticalité par son premier mouvement, la première appropriation du temps et de l'espace. Ce domaine de la connaissance est celui des sciences de la vie et de la nature, comme la zoologie, l'éthologie, la physiologie, etc. Nous avons ordonné ces connaissances de la phylogénèse selon une élémentaire phénoménologie, posturale, morphologique, comportementale. Toute une légitimité gnoséologique est alors acquise, celle de l'immédiate lisibilité du mouvement de la verticalité. À partir de ces données fondamentales, le mouvement devient le faire, une conduite, un troisième niveau de l'animation. C'est le prolongement du gestuel élémentaire, l'apport existentiel qui n'apparaît pas comme une rupture avec la vie organique, mais son prolongement nécessaire. C'est le même mouvement, celui de la continuité, de l'organique à l'existentiel, des sciences de la vie et de la nature aux sciences humaines. Nous voulons contribuer à dépasser la contradiction fondamentale de la pensée occidentale, matière, esprit, péché, innocence, noumène, phénomène, empirisme, formalisme. Toutes les catégories du néo-kantisme sont des apories. Il faut établir la continuité de l'être et du genre comme passage, évolution, transformation. Cette continuité évolutionniste est faite de ruptures épistémologiques. Le passage de l'organique à l'existentiel, des sciences exactes aux sciences humaines, de l'interprétation, sera déterminé selon la relation physique centripète-centrifuge. C'est le premier acte de la verticalité, le premier passage à l'acte du potentiel de la verticalité. Il participe aux deux ordres de la connaissance, éléments communs à la vie organique et à la vie existentielle. La verticalité n'est qu'un mouvement de l'équilibre. Car qui a commencé? Le repos ou le mouvement? L'immobile ou le mobile? La poule ou l'œuf? Y a-t-il une antériorité logique ou chronologique de l'un sur l'autre? C'est la notion d'équilibre qui permet de répondre à cette problématique de la verticalité. Celle-ci est une position, un positionnement dans l'espace, qui est à la fois l'achèvement d'un mouvement et le commencement d'un autre. L'homme debout et immobile est la verticalité entre deux mouvements, l'équilibre de ces deux mouvements. L'immobile n'est alors qu'une détermination de la bipolarité du mouvement. L'équilibre est la raison du mouvement et de l'immobile, de leur engendrement réciproque. Cet équilibre est transformisme, en équilibre du centripète et du centrifuge, de l'aller vers le centre ou la périphérie. C'est la verticalité qui ordonne ce premier niveau du sens, cette orientation du mouvement. Elle se détermine alors comme le lieu de la rencontre et de la synthèse. Elle s'est d'abord constituée selon la contradiction du mobile et de l'immobile pour donner l'équilibre du mouvement. Celui-ci va se développer selon une autre qualité du mouvement, la qualité de la verticalité. Le mouvement de sens contraire, centripète-centrifuge. La verticalité n'est alors que l'équilibre de ses forces. De même que la verticalité est la résultante synthétique du mouvement et du repos, elle est synthèse de la contradiction du centripète et du centrifuge. La première synthèse est celle de la constitution du mouvement. La seconde, celle de son sens, de son orientation. La verticalité ne tient debout et droite que par ce double équilibrage. La verticalité est le positionnement qui permettra à l'humanité d'équilibrer et de développer le genre. Cette situation sera le fondement de la logique, de la dialectique, de la phénoménologie, de l'éthique, de l'esthétique. La bipolarité, une contradiction constitutive en quête de sa résolution, de sa synthèse. Nous tenons là l'essence de l'humain. Tout le malheur de l'homme viendrait de ce qu'il ne peut rester dans sa chambre, sans mouvement. Mais si celui-ci a pour principe et fin l'équilibre, lequel fait l'harmonie? Cette réalité, de la dualité centripète-centrifuge, n'est que l'expression d'une orientation, d'une indication de sens, comme sens contradictoire. Certes, c'est la verticalité qui devient centralité, centre d'interprétation et de décision.
mais d'un mouvement sans contenu, pure projection, intentionnalité. Petit b, la donation d'existence par la complémentarité spatio-temporelle. En donnant le temps au mouvement, on accède à l'ultime animation, à la chiquenaude originelle qui permet le passage de l'animation machinale de la statue de Condillac, fabriquée par les équipements du sensible et du physique, à l'existence de l'humain. La statue s'est progressivement animée, comme un corps vivant. Cette vie peut devenir existence. Il y aura insufflation, donation de sens par le moyen de la dialectique et de la logique, et de la musique. Le mouvement ne peut être sans sa durée. On ne saisit pas le temps et l'espace en tant que tel. On saisit le spatio-temporel. Et c'est à partir de cet ensemble que le dispositif temps-espace peut se modifier pour ne distinguer que le temps ou l'espace, à partir de la différence apparue dans la durée et le mouvement. Le spatio-temporel détermine une animation décisive. En donnant le mouvement au temps et en donnant le temps au mouvement, on procède à une donation d'existence. Tout le passé du corps, sensible et physique, s'anime sous ce coup de baguette magique, magique entre guillemets, pour servir de support organique à cette relation d'existence. Ce processus de création et d'existence n'a guère été retenu par les anthropologues, ethnologues et philosophes du vivant et de la nature. Et pourtant, il suffit de donner au mouvement le temps de vivre par la naissance du spatio-temporel. Alors, l'espace et le temps sont en relation d'engendrement réciproque. Le temps-mouvement donne vie au temps, et celui-ci à l'espace. La panoplie des temporalités créées, procès de production, dualité de complémentarité, instant, subjectivité, s'augmente de cette immanence du spatio-temporel. C'est un moment décisif de l'équipement existentiel par la dialectique et la logique. L'engendrement réciproque de l'espace et du temps, en tant que mouvement et durée qui font le spatio-temporel. Cette naissance de l'existence est le premier moment d'un processus identitaire qui va se déployer selon sa propre logique. C'est le premier moment de l'anthropologisation de l'humain. Fin du grand A. Il annonce un peu la couleur, là, comme au début, quand il dit nous avons ordonné ces connaissances de la philogenèse selon une élémentaire phénoménologie posturale, morphologique, comportementale. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il se situe toujours à ce niveau-là, quoi, finalement, son étude de la verticalité, et après de l'équilibre. Il est, au contraire des sciences de la vie et de la nature dont il parle avant, j'ai l'impression qu'il n'a pas la même démarche qu'eux, puisque c'est quelque chose de beaucoup plus basique, quoi. Il étudie des fonctions beaucoup plus basiques que, j'ai l'impression, ces sciences de la nature et de la vie, donc qui étudient des choses de manière plus élaborée, quoi. Là, chez lui... là, il fait de la philosophie, quoi. Hein? Là, pour moi, il fait de la philosophie dans ce passage. Il fait de la philo, ouais. Là, il fait naître les catégories, il fait naître la dialectique de la relation centripète-centrifuge. Voilà, c'est quand même pas mal. C'est quand même puissant, quoi. Et alors, et après, donc, il dit aussi, bon, c'est un peu, également, c'est un peu dans le droit fil de ça. Après, il dit, nous voulons contribuer à dépasser la contradiction fondamentale de la pensée occidentale, matière-esprit, péché, innocence, nouvel phénomène, empirisme, formalisme. On a envie de dire rien que ça, quoi. Donc, toutes les catégories... Donc il faut établir la continuité de l'être et du genre comme passage. Donc, là, c'est quand même à travers cette référence à des éléments très basiques, finalement, posturaux, morphologiques, comportementaux, il veut contribuer à dépasser l'espèce de dichotomie matière-esprit, péché, innocence, le même phénomène, etc. Donc c'est purement
assez matérialiste. Celle-là explique Hein? bien mieux que ce que je l'ai fait tout à l'heure, ce que je disais tout à l'heure. Il revient toujours au mouvement, quoi, finalement. Voilà. L'animation, il en parle souvent de l'animation, pas seulement dans ce bouquin-là, mais par exemple dans Le Capitalisme et la séduction, il parle de l'animation machinale, enfin, le dressage à l'animation machinale dans les années d'après-guerre, avec le plan Marshall, les surplus, la culture, on va dire, postmoderne. La synthèse centripète, centrifuge. Je crois qu'après, d'ailleurs, il fait appel à la notion pas mal de synthèse, je sais pas, après, il parle de, je me souviens plus trop, mais d'homme synthétique, quoi, disons, à partir de ces éléments basiques, il y a des synthèses qui se produisent, qui marquent les différentes étapes. Je crois que c'est assez important d'essayer de comprendre ce passage. C'est un passage très important Ouais. qui soulève d'autres questions. Notamment Parce que là, la notion d'existence. ce qu'il dit, c'est que, si je comprends bien, c'est que arrivé à ce stade de notre parcours, et en repartant de cette spécificité humaine qu'est la station debout, la verticalité, et des mouvements que cette verticalité permet, on peut reconstruire, en gros, tout le savoir humain. La logique, la dialectique, la phénoménologie, l'éthique, l'esthétique, etc., etc.
c'est-à-dire reprendre toutes les catégories de ces différentes disciplines, au moins de la philosophie, puisque l'esthétique, l'éthique, la phénoménologie, la dialectique et la logique sont des disciplines de la philosophie classique, qui définissaient les grands courants, pas les grands courants, les grands domaines de la philosophie chez les Grecs déjà. On peut reprendre toutes ces disciplines pour refonder dans la phylogénèse des réflexions sur la source ou la nature de ces disciplines qui ont conduit jusqu'à présent à des visions soit empiristes, soit formalistes. C'est ça. La logique, puisque c'est la discipline peut-être la plus abstraite de toutes, la logique c'est le produit d'un certain travail humain à partir d'une phylogénèse dont on a dépeint les grands moments. Et c'est pas la peine d'aller chercher dans une sorte de réalisme idéal, d'un platonisme, une sorte de monde des idées qui aurait sa propre matérialité idéale, si je puis dire, vraiment pas les bons mots. La raison et le sens même de la logique, le sens de la logique. C'est pas la peine d'aller chercher là. C'est-à-dire qu'il détruit un peu le côté... Alors, toujours dans ce matin, il y avait des embouteillages tout à l'heure, et donc j'ai écouté d'abord un truc sur Nietzsche, et puis ensuite un truc de Canguilhem sur Cavaillès. Jean Cavaillès. Et alors, c'est très intéressant parce que Canguilhem, c'est une sorte de conférence qu'il a donnée, il dit d'abord, il y a une catégorie qui est fondamentale chez Cavaillès, mathématicien, qui cherche à penser, qui travaille comme tous ces gens du XXe siècle, sur la question du fondement des mathématiques, sur qu'est-ce que c'est que les mathématiques. Il y a une catégorie, oui, bien sûr, oui. Mais en tant qu'épistémologue, il y a une catégorie fondamentale qu'il ne faut pas oublier chez lui, c'est la catégorie de travail. Le mathématicien est un homme qui travaille. Donc il faut penser la production des mathématiques comme un travail. Canguilhem dit ça? Oui. D'accord. Et ensuite, néanmoins, Cavaillès dit, quand je travaille, je rencontre un monde, je parcours un monde qui est le monde des mathématiques, qui se développe selon une logique qui m'échappe, qui ne dépend pas de mon travail. Et qui donc pose la question de son statut, un statut ambivalent où à la fois ce développement est le produit d'un travail, et où en même temps ce travail est en quelque sorte déterminé par un ordre logique des découvertes, ce qu'il pense être un ordre logique des découvertes, et puis une organisation, une structure des objets mathématiques qui échappe à celui qui travaille dessus. Et Canguilhem en arrive à l'idée que dans cette pensée sur les mathématiques, il y a l'explication des options religieuses de Cavaillès, qui est protestant, croyant, et de son engagement dans la résistance. L'idée de liberté résiste, échappe à celui, à l'homme, elle existe elle a un statut d'universalité en quelque sorte,
on peut en donner les interprétations que l'on veut, mais la question de la liberté se pose à tous les hommes. Elle se pose sous la forme de quelque chose qui s'impose à nous. On peut certes faire le choix de ne pas être libre, mais pas le choix de dire qu'il n'y a pas de liberté et qu'il faut renoncer à toute forme d'idée de liberté. Et en même temps, pour l'atteindre, il faut travailler. Cavaillès parle d'activité, il parle de travail. Il y avait un autre mot dont je ne me rappelle plus, mais qui était encore plus proche du mot praxis. Voilà bon, comment dire, une sorte de version philosophique de la construction des savoirs les plus abstraits, et en l'occurrence ceux des fondements des mathématiques, qui vient s'entrechoquer un peu avec celle de Kluskar, pas nécessairement la contredire, mais qui pose une question, c'est une question autour du thème. Sans doute que Cavaillès serait d'accord avec l'idée que la genèse des mathématiques est une affaire de travail, de faire, et sans doute de posture debout, et sans doute de ce que... Et en même temps, cette question ne règle pas celle du fondement des mathématiques et de la réalité, et de l'essence des mathématiques. Tu veux dire de savoir si les mathématiques sont dans la nature ou dans l'esprit? Ou tu parlais d'autre chose? Il dit ni que les mathématiques sont dans la nature, ni qu'elles sont dans l'esprit. Il dit que les mathématiques s'imposent à nous, sans qu'on puisse dire qu'elles soient extérieures à nous. S'il n'y avait pas eu l'homme, il n'y aurait pas les mathématiques. Mais néanmoins, elles s'imposent à nous, y compris dans son processus de découverte des Cavaillès. Voilà, ça c'est... Alors, c'est un... Comment dire? En fait, on a deux niveaux de réflexion là. On a le niveau du produire que Kluskar explore. Oui, la logique, quelque part, est produite par l'homme dans son... y compris la logique la plus abstraite, comme un travail, comme un faire, rendu possible par la station debout, par l'intentionnalité, etc. Voilà. Et puis, en même temps, il y a un moment où ce qui est produit répond à une logique qui est une logique, je reprends les termes de Cavaillès, qui s'impose à nous. Donc il y a aussi la question de la C'est la genèse des catégories, en fait. La genèse des catégories dans ce qu'elles n'ont pas d'universel au sens où on se parlerait de valeur, mais d'universel dans le sens où on parle de cohérence. Je pense que aussi ce qui fait, c'est ça qui fait aussi le mérite de ce bouquin, c'est qu'il fait éclater, si tu veux, en somme, des statuts, si tu veux, d'auto-référentialité des champs, par exemple la logique, la dialectique, la phénoménologie, l'éthique et l'esthétique, etc. Donc, de par son étude, il en montre au contraire la genèse, quoi. Donc, ces catégories qui sont habituellement autoréférentielles, quoi, du coup, tu les vois comme générées et effectivement par la verticalité, la praxis, etc. Donc je pense que et moi je pense que effectivement le côté un peu on va dire libérateur dans l'épisode de ce bouquin, que c'est dans le mot libérateur il y a quand même liberté, quoi. C'est un peu le comment
voilà, donc c'est un peu tout ça, quoi. C'est de montrer que c'est, enfin, comme disait Spinoza, la liberté, c'est l'intellection de la nécessité, quoi. Donc, il y a effectivement un côté chez un peu de cet ordre-là, c'est-à-dire de vouloir casser, si on peut dire, l'autoréférentialité des champs et également la dichotomie de la pensée occidentale, hein, dont il parle, là, qui se concrétise, hein, par matière-esprit, nous-mêmes phénomène, empirisme, formalisme, etc. Donc je pense qu'il y a aussi ce côté tout à fait présent et, à mon avis, assez salutaire dans ce bouquin, c'est que il casse tout ça, quoi. Enfin, il casse pas pour casser, quoi. Il casse aussi pour montrer un peu la généalogie du... Je peux dire un truc? Vas-y. En fait, paradoxalement, ce passage, je le trouve assez kantien, pas forcément marxiste. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'en fait, il se pose la question des catégories Enfin, il interroge les catégories du jugement, en fait. Alors, je ne suis pas connaisseur du tout des néo-kantiens, mais j'avais lu il y a longtemps, je crois, un texte de Hermann Cohen. Je m'étais intéressé à la philosophie des sciences, et donc j'avais un peu pioché à différentes périodes sur... Et j'avais lu, alors j'avais pas lu un livre, j'avais lu un texte que j'avais téléchargé, mais je me rappelle plus du tout du nom, il faudrait que je vous le retrouve, où justement, en fait, Hermann Cohen, donc, qui faisait partie ce qu'on appelait les néo-kantiens, répondait aux gens qui disaient que la découverte des géométries non euclidiennes était une réfutation de Kant. Parce que dans la mesure où l'intuition pure, enfin les catégories, enfin la spatio-temporalité chez Kant sont des intuitions pures ou des catégories préexistantes à tout jugement, le fait que des gens aient réussi à appréhender des géométries non euclidiennes, c'était la preuve qu'il y avait une invalidation en tant que telle du cadre kantien qui avait été suivi, qui permettait d'appréhender la mécanique newtonienne, par exemple. Et ce que répondait Hermann Cohen, je trouvais que c'était très intéressant, c'était que, il faudrait vraiment que je le retrouve, c'était non, vous n'avez pas compris, Kant, c'est pas ça qu'il dit. Il se pose pas la question de savoir si une fois pour toutes il peut avoir défini des catégories de la connaissance. Il se pose la question d'un modèle adéquat qui puisse rendre compte de la mécanique de son temps. Et donc être kantien, et c'est en ce sens-là en fait qu'il revendique cet héritage-là, il dit être kantien, ça peut être contredire Kant, parce qu'il ne faut pas se figer sur les résultats de ce que Kant disait, il faut poursuivre la méthode. Et donc si la méthode kantienne doit invalider les résultats de Kant à partir du moment où justement on prend en compte les découvertes et tout simplement le mouvement de l'histoire de la pensée, quoi, depuis, et ben ça veut dire qu'être kantien, ce sera effectivement rompre avec ce qui avait été Kant à l'époque, quoi. Et donc à partir de là, et moi c'est depuis le début du bouquin, c'est un peu une interrogation, c'est que je me demande si le terme que Kluskar utilise quand il parle du néo-kantisme est forcément approprié. Parce que le néo-kantisme chez lui, c'est à la fois Lévi-Strauss. Alors je sais bien, parce que Michel Foucault a écrit un texte qui dit « Nous sommes tous néo-kantiens ». Donc il y a peut-être des explications à ça, mais je veux dire, du coup, je me demande si là, dans ce texte-là, on n'est pas dans un moment kantien, en fait, quand il interroge tout simplement, un petit peu comme quand dans les passages d'avant, il pose la question de la naissance de ce que c'est que le temps, les différentes temporalités. Là, il est en épistémologie, en fait. Il n'est pas, là, on n'est pas dans un moment marxiste en termes de critique des rapports de production, économie politique. Enfin, ou alors, il faut entendre économie politique dans un sens très 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 large, quoi. Tu vois ? Ce qui est pas, c'est pas un reproche d'ailleurs, hein. C'est juste en fait, je trouve que là-dedans, il est dans sa volonté de produire une ontologie de la praxis. Il sort de Marx, et il va faire enfin, il passe ailleurs, quoi. Peut-être pour donner plus de précision d'ailleurs. Hein, pour mieux y revenir. Peut-être pour mieux y retenir. Ça reste à voir.
Moi, je ne vois pas les choses comme ça. Hein. Je vais essayer d'expliquer comment je les vois. D'abord, kantien, néo-kantien, effectivement, il l'emploie dans une acception qui est extrêmement large, Voilà. mais qui renvoie à l'idée que on pense dans des cadres qui sont des cadres à un certain moment ou définitivement indépassables. Parce que dit Foucault, nous sommes tous néo-kantiens, ça veut dire que nous sommes tous obligés de penser dans le paradigme Dans de l'épistémie notre de époque, dans l'épistémie de l'époque. Chez Kant, être kantien, c'est accepter l'idée que nous sommes dotés d'un entendement et d'une sensibilité qui sont là et qui formatent, prédisposent l'homme à penser dans certaines conditions, avec certaines catégories, en recourant à certaines catégories immuables. Elles seront d'autant plus immuables qu'elles renvoient à Newton et à l'idée d'un modèle du monde mécaniste. Et indépassable. Et non seulement indépassable, mais qui nous mettent dans l'erreur à chaque fois qu'on tente de les dépasser. Donc, pour Kant, la question est de savoir jusqu'où l'usage de la pensée humaine, de l'entendement humain et de la raison humaine est légitime. Et à partir de quand il sort de ce champ de légitimité pour entrer dans une spéculation qui n'est plus rationnelle. Là où Kluskar n'est pas kantien, c'est parce que Kluskar dit le temps et l'espace sont produits. Ils ne sont pas des données antéprédicatives indépassables. Ils ont été construits par un processus de dominisation, dans le cadre d'un processus de dominisation, ces éléments sont l'héritier de moments très anciens de ce processus de dominisation, là où on est, l'émergence de la verticalité, c'est cela qui fait que le complexe spatio-temporel s'impose à nous. Et dès le début, le mouvement nous amène à distinguer le temps et l'espace dans ce complexe et à faire émerger progressivement des catégories qui deviendront des catégories philosophiques lorsque des philosophes s'en empareront pour essayer de, justement, comme le fait Kant, comme le fait d'autres avant lui, essayer de comprendre ce que c'est que ce temps et cet espace, en faisant parfois référence à la matérialité du temps et de l'espace, parfois référence à la structure de compréhension du monde, de la structure rationnelle, comme le fait Kant, etc. Mais le temps, enfin, le complexe spatio-temporel, il appelle ça, je ne sais plus, la complémentarité spatio-temporelle, et l'affirmation du temps et de l'espace, tout ça, ça a été possible parce qu'il y a le mouvement et la position debout, et les mouvements spécifiques permis par la position debout. Oui, non, mais alors, attends, Donc je pense qu'il n'est pas du tout kantien, parce que Kant ne se pose pas du tout ce problème de... Je me suis mal exprimé, alors, pardon, c'est de ma faute, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est pas que Kluskar est kantien, c'est plutôt, à ce moment-là, Kluskar est plutôt néo-kantien, en ce sens-là. C'est-à-dire qu'il voit bien qu'effectivement, il
il fait l'analyse des catégories du jugement, mais seulement effectivement il les historicise dans un sens particulier, qui est pas... Évidemment Kant, oui, c'est pas son problème, mais ce que je veux dire c'est que il appelle néo-kantien des choses qui à mon avis seraient pas illégitimées en tant que telles, par le courant néo-kantien historique qui est pas effectivement peut-être Lévi-Strauss, Foucault au sens très très large, mais qui est peut-être des gens justement qui ont bien compris que c'était plutôt les conditions qui préexistent aux catégories avec lesquelles tu fais de la science qui doivent importer pour un philosophe justement. Que quand tu as les mathématiques. Tu vois ce que je veux dire? Oui, là, oui, mais Kluskar ne rejette pas la notion d'antéprédication. Simplement, il l'a situé précisément. Il y a toute une... Comment dire? Comment? Il n'appelle pas à y revenir. Il la situe. Alors, il n'appelle pas à y revenir. Et en même temps, il y a chez Kluskar, c'est dommage, j'ai pas amené mon petit ordinateur avec mes petites notes, parce que justement, j'étais tombé sur un passage très intéressant là-dessus, où, en gros, il dit il y a un juste antiprédicatif, un vrai antiprédicatif, qui est l'antiprédicatif de la praxis, qui s'impose à nous. Nous avons une histoire. Nous avons une histoire du genre, voilà, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, et pas rapporter cette histoire du genre, soit, ou plutôt pas la rapporter, mais la refouler au bénéfice d'une version idéaliste ou empiriste. Alors empiriste, ça serait peut-être Foucault avec les épistèmes, et puis idéaliste, Kant avec l'idée des formes a priori de la perception, et puis des catégories a priori de l'entendement. Hein. Je ne sais pas si... Mais on est dans un antéprédicatif. Avec Kluskar, on est dans un antéprédicatif, mais qui est un mouvement de production. Ce n'est pas un antiprédicatif figé qui nous tomberait dessus. Ni la constitution physiologique, ni l'évolutionnisme, ni même la praxis humaine ne sont à eux seuls l'antiprédicatif. L'antiprédicatif, c'est l'histoire de l'articulation progressive de tout ça dans un mouvement qui est le mouvement d'hominisation. Mais je crois qu'à un moment donné dans le livre, d'ailleurs, il le dit, il place l'antéprédicatif comme étant un des moments d'âge de l'hominisation qui est celui qui précède la survie, donc il le situe. La grande différence avec la philosophie réactionnaire, c'est qu'il le situe comme étant un moment. Oui, alors ça, c'est un moment de l'antéprédicatif. Voilà. D'un antiprédicatif qui se construit, et qui se construit encore là. Oui, tu vois. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Mais bien sûr, mais c'est... Oui. Ça, pour moi, il y a quasiment pas une équivalence, mais une modularité entre l'antéprédicatif et le procès de production. Pour moi, s'il y a un antéprédicatif, c'est le procès de production chez Kluskar. C'est ce qui ramène au procès de production. Des choses comme ça. Et aussi le fait, si tu veux, que, effectivement, dans ce bouquin, la centralité du procès de production est tout à fait évidente, quoi. Alors bon, c'est vrai que étant donné, si tu veux, que Kant fait l'impasse totale sur la praxis, il n'y a pas de... Je fais référence à vos savoirs respectifs, mais disons que a priori l'impasse est totale sur la praxis, étant donné que Kluskar montre effectivement que tout se rapporte à la mesure de toute chose, la praxis est la mesure de toute chose. Est-ce que ça a un réel intérêt, si tu veux, de susciter Kant comme grille de lecture de Kluskar? Je sais pas, j'ai l'impression qu'il sait... C'est pas ce que j'ai dit. Non, mais c'est pas ce que tu dis. Non, mais on peut se poser la question. Est-ce qu'il n'y en a pas un qui est dans une forme de centralité, si tu veux, des représentations, finalement, Kant, et en faisant justement impasse totale sur la praxis, et que justement le moment nouveau c'est Marx, ce qui manque à Kant, c'est Marx, et je pense que dans les thèses sur Feuerbach, justement, on a cette espèce
de nouveauté qui fait éclater tout ce qu'il y avait avant, quoi. Et donc finalement, Kouskar, que fait-il sinon reprendre cette flamme et puis l'amener un peu plus loin, hein. Donc on est dans un processus de remétabolisation de la philosophie, je pense, avec Kouskar. Et bon, c'est vrai que ça me paraît tellement antinomique, si tu veux, avec l'approche kouskardienne, quoi, le fait d'essayer de le voir à travers la grille, une grille de Kant qui effectivement ne pouvait pas intégrer les données que Marx apportera un demi-siècle plus tard. Moi, je crois que Kouskar, loin de faire une concession à Kant, porte le fer sur le terrain de la philosophie kantienne. Oui, c'est ça. Néo-kantienne, enfin, au sens très général que lui en donne. Il dit, et tu peux mettre là-dedans Heidegger et d'autres, hein, il dit une pensée, une philosophie qui ne cherche pas à penser les processus et qui se contente va faire une phénoménologie du sujet ou de la perception et d'une pensée qui inévitablement se heurte à l'impossibilité, parce que ça n'est pas son objet, à l'impossibilité de rendre compte de cette production et automatiquement absolutise, même si c'est d'un absolu relatif, par exemple chez Foucault, absolutise les conditions de l'existence de l'homme, enfin du fait humain. Je crois qu'il a raison. Et ça n'est pas un historicisme, parce que c'est une ontologie. C'est une ontologie, mais d'un type nouveau.